Été 1936. Après seulement 6 mois d'existence, le gouvernement de Front Populaire de Léon Blum, déjà violemment attaqué par les forces de droite, doit faire face à des mouvements sociaux d'une ampleur jamais connue jusqu'alors. Monsieur le préfet, en ma qualité de député du Nord, je vous demande de faire respecter les lois de la République. Le droit à la liberté du travail est bafoué. J'ai derrière moi des dizaines d'honnêtes travailleurs qu'on empêche par la violence d'accéder à leur lieu de travail. Je vous somme donc d'accomplir votre devoir. Un peu de calme, monsieur Bécard. Avant de faire intervenir les forces de l'ordre avec les conséquences que vous pouvez imaginer, laissez-moi tenter une dernière conciliation. Libre à vous, monsieur le préfet, mais ne soyez pas surpris que les élus du peuple fassent rapport de vos faiblesses devant l'Assemblée nationale. C'est à Lille, métropole du Nord, dont il est le maire depuis 1925, que M. Roger Salingro, le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement de Front Populaire, a décidé de consacrer cette journée. Justement, voilà M. Roger Salingro. Photo. Alors, où en est-on? Les gendarmes mobiles viennent d'arriver, cette fois c'est au Puy 5 que ça se passe. Je les connais, ceux du 5. Des Polonais, des durs à cuire. Une majorité de communistes. Des communistes qui n'ont jamais pardonné à Roger de leur avoir piqué la mairie. Monsieur le ministre, pensez-vous parvenir à faire cesser ces grèves qui paralysent tout le pays? Ce ne sont pas les grèves qui paralysent le pays, monsieur, mais les patrons qui cherchent à affaiblir le gouvernement. Oui, écrivez. Écrivez. Allez, fonce. Il y a qui avec le préfet Bécard, je parie? Exact. Avec en prime les dirigeants des houillères et une bande de nervis armés de manches de pioche. Je peux pas aller plus vite? Je suis à fond. La voiture n'est plus très jeune, tu sais. Qui c'est ce Bécard? Député réactionnaire. Un ennemi intime, je lui ai soufflé son siège au cantonal en 33. Ça n'est jamais remis. Et il est dangereux? Extrême droite. Industriel saisi sur le tard par le démon de la politique. Il est bête. Plus bête que dangereux. Mon frère Henri le connaît bien. Il a été délégué syndical dans son usine de textile. Justement. Moi, par contre, je pense qu'il est vraiment dangereux. Enfin, qu'attendez-vous? Qu'un gendarme soit blessé par un de ces voyous?
Donnez l'ordre de dégager le puits. Les salauds, ils vont quand même pas nous flinguer! Ah, il est beau leur front populaire! Faire tirer sur les ouvriers! Monsieur le préfet, faites mettre les armes aux pieds immédiatement. Bien, monsieur le ministre. Coton, l'arme au pied. Coton, l'arme au pied. Les consignes du gouvernement sont pourtant claires. Utilisez la force qu'en dernier recours. Mais ils jettent des pierres. Il y a légitime défense. Les pierres contre des fusils. Je vais leur parler, je suis sûr qu'ils m'écouteront. Vous n'avez rien à faire ici. Mon devoir. Allez le faire plus loin. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Nous nous connaissons bien, camarades. Ta gueule, ministre de mes couilles! Social traître! Bon alors, mes amis, ça va? Mes amis? Vous n'avez pas le droit de me dire ça. C'est pas parce que je suis devenu ministre que j'ai changé. Et au contraire, aujourd'hui, plus que jamais, je suis avec vous. Mais enlève donc ta cravate et viens avec nous au charbon. Là, tu verras ce que c'est. Mais avant d'être ministre, j'ai été de tous les combats. Je sais ce que c'est que de faire une grève. Mais je sais aussi que c'est dans la légalité qu'il faut se battre. Ouais, mais pas donner de sous! T'as raison, Roger. Dans la légalité, que les gendarmes, ils veulent nous tirer dessus. C'est dans la légalité. Et dans les verres, on fondait le fosse à la bataille! Mais laisse-le parler, on verra après. C'est dans la légalité. Et avec le soutien de l'ensemble des forces du Front populaire que le gouvernement a obtenu la signature des accords Matignon. Matignon, mon cul! Mais tous des pourris au gouvernement. Quoi, ce qu'on a obtenu ensemble, c'est bien pour vous, c'est bien pour les travailleurs, non? La semaine de 40 heures. Comme ça, on gagnera encore moins. Mais faux! Ces accords vous garantissent vos salaires en travaillant moins. Garantie de l'emploi. Heures supplémentaires payées en totalité. Liberté syndicale assurée. Congés payés pour tous. Voilà ce qu'on vous a obtenu. Au pays des promesses, on mourrait de faim. Parce que tout le temps des paroles, il n'y a jamais d'écrit. Comment ça? Qu'est-ce qu'on a fait en arrivant au gouvernement? Rien du tout. On ne s'est pas occupé des travailleurs? Non. On n'a pas fait signer tout de suite les patrons? On n'a Un mois jamais après, on rien a fait vu. voter la loi. Et où est-ce que c'est paru, ça? Mais dans les journaux. Mais C'est j'ai- paru dans le journal. Mais moi, je ne prends pas le journal. J'ai pas les moyens. Eh bien, je te paie un abonnement. Alors, monsieur le ministre, Si vos promesses sont tenues, nous sommes d'accord. elles sont tenues. Et je vous garantis qu'elles seront appliquées. Je vous le garantis personnellement. Tout le gouvernement vous le garantira. Et Léon Blum en tête. Pour réaliser son programme, le Front populaire a besoin d'une industrie forte. Je compte sur vous, mes amis. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous. La France a besoin de vous. Reprenez le travail. Merci. Monsieur le préfet, faites se replier les forces de l'ordre, s'il vous plaît. Bien, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je proteste solennellement contre cet abus de pouvoir caractérisé. Oui, c'est ça, monsieur Bécard. Protestez, protestez. Si vous, monsieur, si vous, les grands patrons, aviez appliqué spontanément les accords de Matignon, vous auriez fait l'économie de 20 jours de grève. Vous oubliez un peu vite, monsieur le ministre, que ces accords ont été signés sans que les directions des houillères et des textiles du Nord aient été consultées. Ils ont été signés par les représentants du patronat que vous avez élus. Et ils seront appliqués de gré ou de force. De force? Comment vous y prendrez-vous? Par décret. En nationalisant les houillères ou les textiles du Nord, par exemple. Dans ce cas, ça sera la guerre totale avec votre gouvernement. Je vous préviens, attention. Tenter de renverser le gouvernement par les armes, c'est risquer la guerre civile. Vous nous menacez d'une révolution. Entendez-le comme vous voulez, monsieur Bécard. Au revoir. Monsieur le ministre, Regarde, je crois bien que je tiens mon papier pour la une. Le ministre de l'Intérieur appelle à l'insurrection armée. C'est pas mal, hein?
Ouais, un peu exagéré, non? Mais il faut vendre, mon vieux. Faut vendre. Ouais. Bonsoir Lambert. Ah ben Henri va vous raccompagner à votre hôtel. Merci, monsieur le ministre. Tu es sûr que tu peux pas venir dîner à la maison? Non, j'ai du travail. Et puis tu connais maman, elle doit m'attendre. J'ai la réunion de demain à préparer. Viens avec elle, les enfants vont être déçus. Non, j'ai trop de travail. Embrasse-les tous les deux pour moi. Bonsoir, monsieur le ministre. Oh, Germinal, qu'est-ce que tu fais sur la table? Qu'est-ce que tu as trouvé, hein? Qu'est-ce qu'il y a de bon, là? Bonsoir, mon ch'tio. Bonsoir, maman. Tu rentres bien tard. Mais tu sais bien ce qui se joue. C'est pas le moment de lâcher. Bonsoir, madame Renard. Bonsoir, monsieur le maire. On est tous derrière vous ici à Lille. Si vous faites pour la France autant que vous avez fait pour nous. Oh, mais on va faire beaucoup plus. Et je ne laisserai personne se mettre en travers de notre route. On dirait bien que les ouvriers n'ont pas vraiment envie de reprendre le travail. C'est bien la première fois que ça saucissonne et que ça danse la nuit près des machines. Ils s'approprient leurs usines, c'est nouveau pour eux. Ah, pourquoi ils font encore la grève, alors? C'est pour forcer les patrons à appliquer les accords de Matignon. Oh, mon ch'tio, je t'ai préparé du lapin à la bière. Tu n'as qu'à le réchauffer doucement. Pourquoi tu ne dînes pas avec moi? Non, je me sens un peu fatiguée en ce moment. Madame Renard va me raccompagner, c'est sur son chemin. Puis ça me fera du bien de marcher un peu. Comme tu voudras. Tu n'as pas bonne mine, tu sais. Je suis très fière de tout ce que tu fais, mais tu devrais faire attention à toi. Sors un peu avec tes amis au lieu de rester tout seul ici. Mais je ne suis pas tout seul. Et puis il y a Léonie. Ça fait plus d'1 an. Tu sais, Roger ne peut pas vivre tout le temps avec les morts. Maman, s'il te plaît. C'est pas un appartement pour un ministre. Oui, mais je sais bien, mais je me sens très bien ici. Léonie est morte dans ce fauteuil, et puis je ne quitterai pas cet endroit. Je ne veux pas de ton argent, je viens de toucher ma pension. Comme tu voudras. Allez, au revoir. Tiens. Tu te souviens, fais attention à toi. Oui, c'est promis. Et toi, va voir le médecin. Bonsoir, madame Renard, merci beaucoup. Attention dans l'escalier. Oh, bon, mon peu peur. Même les ouvrières en confection à domicile se sont mises en grève. Pour soutenir le combat de sa femme, monsieur Jean Mercier de Turcoing nous a demandé une valse musette. Voilà qui te plairait. Je négocierai pour elle en pensant à toi. Oui, je te donne à manger. Ah, madame Renard t'a préparé du jambon, dis donc. Tiens. Et toi aussi, elle te manque, hein, Léonie? Serions-nous devenus le dépotoir du monde? Par toutes les routes d'accès, c'est l'immense flot de la crasse napolitaine, de l'agonie levantine, de la semence d'Abraham et du bitume de Judée qui se déverse chez nous. Écume de ghettos, espions, usuriers, marchands de femmes et de cocaïne, ils accourent, précédés de leur odeur, escortés de leur punaise. Sous couleur de droit d'asile, on laisse entrer pêle-mêle et sans la moindre précaution réfugiés politiques et condamnés de droit commun. Ça s'est envoyé. J'ai au moins l'originalité de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bonjour, monsieur. Je suis Amélie Deschamps et je viens voir monsieur de Carbuccia. Vous avez rendez-vous? Non, monsieur, mais je suis journaliste. J'ai envoyé un article et j'attends toujours la réponse. Il n'est pas possible de voir monsieur le directeur sans rendez-vous. Patientez encore, on vous appellera. Je ne partirai pas d'ici sans avoir vu monsieur de Carbuccia. Mademoiselle,
Je vous prie de sortir. Eh bien, que se passe-t-il, Albert? C'est cette dame qui insiste pour que vous la receviez. Elle dit qu'elle a envoyé un article. Parfaitement, monsieur. Il y a plus de 3 semaines. Bonjour, mademoiselle. Je suis Horace de Carbuccia, le directeur de cet hebdomadaire. Et moi, je suis Amélie Deschamps, journaliste. C'est monsieur Henri Bordeaux, mon professeur à l'école de journalisme de Lille, qui m'a dit de vous contacter. Excellente référence. Bordeaux est un remarquable écrivain. Et cet article que vous avez envoyé, c'était quoi exactement? Une enquête sur le trafic des Légions d'honneur. C'est intéressant, ça. Venez donc, vous me raconterez ça. Hein? Venez. Ces pauvres tâcherons socialistes, piscopie de l'œuvre. Ils manient la plume comme une charrue. Aucune invention. C'est plat comme la bourse. Vous vous rappelez quand, pour faire moderne, ils ont décidé de faire de la réclame. Ils s'étaient cru très fin de lancer le slogan « Seuls les imbéciles ne lisent pas l'œuvre ». Vous pensez bien que vous n'avez pas raté l'occasion. Alors le lendemain, j'ai lancé à la une de Gringoire « C'est vrai, les imbéciles ne lisent pas l'œuvre ». Ils l'écrivent. Inutile de vous dire qu'ils ont vite abandonné leur slogan. Eh ben, vous voyez, mademoiselle, qu'à Gringoire, au moins, on travaille dans la bonne humeur. Alors, vous reconnaissez Henri Béraud, qui est un peu l'âme de notre journal. Henri, je vous présente mademoiselle Desvilles. Deschamps, Amélie Deschamps. Oh, Desvilles ou Deschamps. En tout cas, vous êtes ravissante, mademoiselle. Alors, elle nous est recommandée par Henri Bordeaux. Et c'est elle qui nous a envoyé cet article sur le trafic des Légions d'honneur. Ah, oh, je me souviens, excellent article. Non, il n'y avait pas été de main morte. Hein. J'étais loin de me douter qu'il avait été écrit par une femme. Je l'ai signé exprès à Deschamps. Il y a encore tellement de préjugés. Oui, bah, pas chez nous, en tout cas, hein. Regardez, hein. Mais si vous avez tellement apprécié mon article, pourquoi ne pas l'avoir publié? Mademoiselle, je vais être franc avec vous. Votre article était excellent et remarquablement documenté, mais il mettait en cause certains de nos amis. Et alors? Ne trouvez-vous pas que la droite est suffisamment attaquée par la racaille rouge du Front populaire? Je ne m'intéresse pas à la politique. Et la politique me le rend bien puisque les femmes n'ont pas le droit de vote. Bien envoyé. Joli culot. Hein. Ouais, on pourrait peut-être la prendre à l'essai comme chroniqueuse. Chroniqueuse de quoi? Vous n'avez pas remarqué la rubrique féminine? Couture, cuisine, beauté? Non, merci. Ça ne m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Et peut-on savoir ce qui vous intéresse, alors? Le reportage, les enquêtes à l'américaine, les scandales, l'investigation, quoi. Ouais, alors j'ai peut-être une idée, alors. Salingro, ça vous dit quelque chose? Le ministre de l'Intérieur? Exact. Salingro et en détail. On dit que c'est un ivrogne et un radin. Ivrogne et radin, non, pas vous, Béraud. On dit aussi que c'est un analphabète. Mais il a fait cagne au lycée La Canale. On raconte même qu'il a été chercher sa femme dans un bordel. Bon, de toute façon, elle est morte depuis plus d'1 an. Mais en cherchant bien, on finira bien par trouver quelque chose contre lui. Entre les femmes et l'argent, personne n'est à l'abri. Faites-moi confiance. Moi, je trouverai. Monsieur Daladier, j'ai reçu une note insistante du colonel de Gaulle à propos des divisions blindées. Il me dit vous l'avoir transmise. Mais c'est une utopie. Se lancer aujourd'hui dans la construction de 500 chars blindés serait de la folie. Tous nos officiers d'état-major estiment plus judicieux de prolonger les fortifications de la ligne Maginot sur nos frontières du Nord. Et je pense comme eux. Je trouvais le projet intéressant. Mais après tout, vous êtes le ministre de la guerre, c'est vous qui décidez. Et si c'est Mussolini qui nous attaque au sud? À travers les Alpes. Nos troupes seront s'y opposer. Comme ils se sont opposés à Hitler pour l'empêcher d'annexer la Rhénanie. Je vous rappelle qu'en mars, je n'étais pas ministre de la guerre, monsieur Salingro. Vous, un autre radical, c'est du pareil au même. Bon, messieurs, je vous en prie. Alors, monsieur le Président, j'ai là le projet de réforme des lois sur la presse. Est-ce qu'il y a urgence? Il est urgent que les Français soient correctement informés. Il faut barrer la route à cette droite qui ne cesse de nous attaquer à coups d'injures et de mensonges. Tout ce que nous réalisons est dénigré. Tout ce que nous annonçons est déformé. Pourquoi? Parce que la presque totalité des 300 journaux de ce pays est entre les mains de quelques capitalistes alliés à des réactionnaires. Cela est un peu excessif, non? Excessif?
Prenons Havas, par exemple. Son patron, Léon Régnier, contrôle presque 200 publications. Et le comble, la plupart largement subventionnées par l'État. Pas un jour ne se passe sans qu'il ne nous traîne dans la boue dans son quotidien, le journal, qu'il ne nous insulte dans ses stations de TSF, comme Radio Luxembourg, dont il est le principal actionnaire. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans votre rapport? Qu'est-ce que vous proposez? Nationalisation immédiate d'Havas. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y avait pas de main morte. S'ils nous cherchent, ils vont nous trouver. Il faut contre-attaquer immédiatement, Dimier. Si vous le permettez, monsieur Régnier, je crois que j'ai une idée. Ah, la bonne heure. Si vous vous mettez à avoir des idées, nous sommes sauvés. Léon Blum est inattaquable. Pour l'instant. Certes, mais ce n'est pas le cas de tous ses ministres. Et à qui pensez-vous? Salingro. Figurez-vous qu'un de nos amis dispose d'informations accablantes sur lui. Et on peut le rencontrer, cet ami providentiel? Justement, j'ai pris la liberté de le faire venir ici. Il est dans l'antichambre. Eh bien, faites-le entrer. Faites entrer monsieur Bécard. Bonjour. Bonjour, cher ami. Cher ami. Asseyez-vous. Alors, comme ça, vous connaissez bien Salingro? Ah, pour le connaître, je le connais. Si vous saviez le mal qu'il a fait à Lille depuis qu'il s'est emparé de la mairie. Mais je dispose d'informations qui pourraient nous débarrasser de lui définitivement. Et j'ai la preuve qu'il a déserté devant l'ennemi en 1915. Tenez. Voici copie de la lettre que j'ai envoyée ce jour à Daladier. Voilà. Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de... Est-il exact que le soldat cycliste de 2e classe Salingro Roger a quitté son régiment sans permission le 7 octobre 1915 sur le front de Champagne? Est-il exact qu'un conseil de guerre a jugé par contumace le soldat Salingro et l'a condamné à mort pour désertion devant l'ennemi? Mais si c'est vrai, c'est de la dynamite. Demain, si vous le voulez, on peut faire la une du journal avec cette information. Mais surtout pas, malheureux. Pas question de publier ça dans un de nos journaux. Si nous publions ça, ils en profiteront pour nationaliser l'agence Havas. Vous n'y pensez pas? Ce ne sont quand même pas les journaux de gauche. Non, mais bien sûr que non. Non. Communiquons cette lettre à l'Action française. Nos amis Maurras et Daudet vont boire du petit lait. Monsieur le Président, à bientôt. Dites-moi, Roger. Oui? L'autre jour, à Lille, vous avez eu des mots assez énergiques avec les patrons des houillères. Oui, je leur ai conseillé, simplement et fermement, de respecter les accords de Matignon. Oui, bien sûr. Mais il y avait là des journalistes, et notamment, comme par hasard, un reporter du journal de vos amis d'Havas. Ils ne se sont pas gênés pour titrer sur votre appel à l'insurrection armée. Ah oui, mais c'est ce que je vous disais. Tout est déformé. Tout. Je n'ai pas voulu vous en parler devant Daladier, mais le Sénat s'inquiète beaucoup de ces grèves qui s'éternisent. Je compte beaucoup sur les congés payés pour ramener le calme. Vous vous rendez compte? Dans 3 semaines, grâce à nous, les travailleurs vont partir en vacances pendant 15 jours. Pour la première fois, ils vont découvrir la mer, la montagne. C'est émouvant. Non, j'irai négocier là où ça s'impose. Mais, moi, socialiste, je ne ferai jamais intervenir des troupes. Mais bien évidemment. Mais il y a encore 3 millions de grévistes en France. Il y a plus de 1000 entreprises occupées. 930, Monsieur le Président. Exactement. Non, nous y arrivons, j'ai confiance. Même si nos alliés communistes ne nous aident pas beaucoup, il est vrai qu'eux, ils ne rêvent que d'un affrontement pour arriver plus vite au grand soir. Quant aux patrons, eh bien, malgré leur arrogance, ils devront plier devant la volonté populaire. C'est pour votre enthousiasme et votre passé de militant syndicaliste que je vous ai choisi à ce poste. Je fais ce que je peux. Sortir d'un conflit par la négociation est une tâche difficile. Je crois que vous êtes le seul à en être capable. Merci, Monsieur le Président. Et ne m'appelez plus Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Je travaille. Dans votre tanière, comme d'habitude, seul comme un vieil ours.
Oui, j'aime bien. J'aime la solitude, même quand je suis seul, écrivait Jules Renard. Venez déjeuner à la maison. Nous recevons quelques amis. Ah oui, mais je ne sais pas si je vais pouvoir... Ah, j'insiste. Bien, Monsieur le Président. Pardon. Et pour ce qui est de la nationalisation d'Havas, méfiez-vous. Je connais bien Régnier et ses amis. Ils sont capables des pires nuisances. Ne soyez pas inquiet, Monsieur le Président, mon dossier est solide. Oh, j'en suis persuadé. Comme je suis persuadé qu'ils l'ont déjà entre leurs mains. Vous savez, les fuites, c'est une spécialité de Matignon. Monsieur le Président. Est-il exact qu'un conseil de guerre a jugé par contumace le soldat Salengro et l'a condamné à mort pour désertion devant l'ennemi? Intéressant, non? Je dirais même édifiant, mon cher Daudet. Ainsi, ce crétin Talmud de Blum confie les portefeuilles de ministre à des déserteurs. Vous êtes certain de vos informations? Oh, bien sûr, monsieur Maurras. Elles ont même été confirmées par les journaux communistes de Lille en 1921. Tenez. Ah, ça, c'est pas mal. Ils l'ont surnommé Roger la honte. Et sale en gros et en détail. Ils ont de l'humour, vos cocos. Il faut publier ça de toute urgence. J'hésite. Je sais pas. Après-demain, c'est le 14 juillet. Une date symbolique pour révéler au pays que le premier policier de France est un lâche et un déserteur. Sans doute. Mais l'ennui, c'est que ce déserteur chapeaute aussi la chancellerie. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, monsieur Becker, je vais vous le dire, pour un article publié en janvier, j'ai été condamné à 6 mois de prison ferme et je viens de faire appel devant la chancellerie. Raison de plus pour le faire tomber tout de suite. Soyons sérieux, Daudet. Un article ne suffira pas à faire tomber Salengro ni le gouvernement. Mais on peut tout de même leur porter un coup et rendre service à Havas, puisqu'ils nous le demandent. Tenez, je crois même que j'ai une idée. Les ministres et le soldat inconnu. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Au fait, cher ami, que donne l'enquête? Quelle enquête? C'est pas des enquêtes qui manquent en ce moment. L'enquête sur le meurtre des 2 gendarmes devant l'ambassade de la République d'Espagne, bien sûr. Oh, pas grand-chose. Nous nous orientons vers un groupe d'extrême droite proche des fascistes espagnols. Ils sont prêts à tout pour renverser la République de Madrid. À propos d'extrême droite, j'ai reçu une lettre assez étrange d'un député de votre région, un certain Bécard. Vous connaissez? Qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Figurez-vous qu'il me demande des renseignements sur votre prétendue désertion en 1915. Rien de nouveau. Il ressort une vieille fable lancée après le congrès de Tours par nos chers camarades communistes du Nord. Et que dois-je répondre? La vérité. J'ai été fait prisonnier par les Allemands, ce qui n'est ni glorieux ni infamant. Je me doute bien qu'il s'agit d'une diffamation, mais il demande officiellement des informations sur votre condamnation par un conseil de guerre. Il précise même la date. Décidément, rien ne les arrête. J'ai été acquitté par le conseil de guerre. Transmettez-lui une copie du jugement et qu'il nous fiche la paix. Vous avez raison. Je vais voir ce que nous pouvons légalement faire. Au revoir, cher ami. Merci. Lénard! Oui! T'as pas vu de Mailly? Mon copain d'Arras! De Mailly? Il a été tué hier soir par une rafale de mitrailleuse juste à côté de moi. Vous l'avez pas ramené? Écoute, Roger, ça flinguait de tous les côtés. Il était coincé dans les barbelés. Il est où exactement? Quelque part par là.
À 50 ou 100 mètres des lignes d'ébauche. Mon lieutenant, c'est pas le moment, Salingro. Mon lieutenant, j'essaie d'avoir le PC pour qu'il nous envoie la relève. C'est important. Demailly a été tué. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Il faut que j'aille le chercher, mon lieutenant. Il est resté coincé dans les barbelés juste au-dessus. On s'est promis que s'il arrive malheur à l'un de nous, l'autre le ramènerait. C'est de la folie, Salingro. S'il vous plaît, mon lieutenant. Faites ce que vous voulez, au point où on en est. Merci, mon lieutenant. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le chercher. T'es bête, tu vas y rester, toi aussi. Fais pas le con. Salingro. Fais pas le con. Monsieur le ministre, très heureux de vous voir. Ah, Roger, approchez. C'est le président. Très heureux de vous voir ici. Madame. Vous connaissez Thérèse? Donc, Stendhal réactionnaire. Ah, comme vous y allez, cher ami. Non, la seule ambition de Lucien Lewen est de parvenir à la passion. Vous trouvez ça réactionnaire, vous? L'amour ne peut jamais être réactionnaire. Comme le sport. Un jour viendra où ce sera un facteur d'ascension sociale. Vous verrez. En tout cas, nous autres socialistes, nous nous y emploierons. À propos de sport, nous nous réjouissons de souper demain soir avec les mousquetaires, chez notre ami Borotra. Borotra, le champion de tennis? Oui. Vous le connaissez? Ah non, sûrement pas. Un type qui s'exhibe devant Mussolini. Ah, il ne faut pas tout mélanger, Roger. Nos athlètes vont bientôt participer aux Jeux Olympiques de Berlin, devant Hitler. Ça tiendrait qu'à moi, ils iraient plutôt aux Jeux républicains de Barcelone. Enfin, sûrement pas à Berlin. Ça, c'est Roger. Monsieur le Président vient d'apporter la presse de demain. Tenez, ma chérie, merci. Voyons à quelle sauce il nous assaisonne aujourd'hui. Tout seigneur, tout honneur, commençons par messieurs Maurras et Daudet. Et voyons si je suis toujours un détritus humain qui mériterait d'être fusillé, mais dans le dos. Léon, vous n'allez pas nous gâcher une si belle soirée. Il semblerait, ma douce Thérèse, que nos amis aient décidé de vous exaucer aujourd'hui. Étrangement, je ne vois aucune amabilité particulière. Ah si, bien sûr que si. Ce qu'il y a d'admirable avec ce vieux diable de Maurras, c'est qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Les ministres et le soldat inconnu. Enfin, Léon, nous avons des invités. Si vous tenez absolument à lire cet article, alors faites-le à haute voix. Oui, Léon, lisez. Oui, lisez, je vous en prie. Ah, si vous insistez. Pour la première fois en ce jour de fête nationale, le gouvernement ne rendra pas visite aux soldats inconnus. On s'en scandalisera, mais peut-être faut-il voir, au contraire, dans cette abstention, une sorte de respect des convenances. C'est idiot, où veut-il en venir? En effet, M. Léon Blum, qui devait être mobilisé avec la classe 1913, préféra s'embusquer comme secrétaire du ministre Marcel Samba et réussit à traverser les 4 années de guerre sans jamais essuyer un seul coup de feu. Quelle mauvaise foi. C'est scandaleux. C'est honteux. C'est tout pour moi. Le reste vous concerne, Roger. Lisez, je vous en prie. Lisez. Le cas du ministre de l'Intérieur, Roger Salingro, est plus grave encore. Fait prisonnier sur le front de Champagne sans avoir été blessé, sans qu'on ait même entendu un coup de fusil, un cri ou un bruit de combat, le soldat Salingro fut jugé par contumace par un conseil de guerre et condamné à mort pour désertion devant l'ennemi. Un tissu de mensonges. Non, j'ai été fait prisonnier, oui. J'ai été jugé par contumace par un conseil de guerre comme c'était l'usage à l'époque, mais j'ai été acquitté. Ces fanatiques d'extrême droite ne reculent devant aucune bassesse. Oui, mais sa chère madame, ce serait trop simple si la diffamation et le mensonge ne venaient que de la droite. Pour m'abattre en pleine campagne électorale, les communistes ont été les premiers à répondre à cette calomnie. Ils s'en sont même pris à ma femme. Mais c'est ignoble. Et qu'avez-vous fait? Mais que faire? Se taire, c'est ne pas démentir. Et leur répondre, c'est donner de l'importance à leur rumeur. Voilà. Il y aura toujours des imbéciles pour croire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Le mal qu'ils ont fait à Léonie, ça, je leur pardonnerai jamais. Jamais. Je vous dois combien, monsieur
s'il vous plaît. Strong 80. Merci, au revoir. J'arrive. J'arrive. J'étais à la gendarmerie d'Arras. Je me souviens très bien. C'était le 2 août 14. Le lendemain de la déclaration de la guerre. Vous voulez un petit peu de genièvre dans votre café? Oh non, merci. Avec mon collègue Carpentier, on nous a donné l'ordre d'aller interpeller Salengro à son domicile. Et pourquoi il était insoumis? Non, pas du tout. Même que quand on est arrivé, il s'apprêtait à rejoindre le centre de mobilisation. Non. C'est parce qu'il était inscrit sur le carnet B. Le carnet B? C'était une espèce de fichier des anarchistes, des antimilitaristes, des pacifistes. Enfin bref, de tous ceux dont l'armée se méfiait. Alors on l'a interpellé, on l'a conduit à la prison. Je me souviens combien sa femme pleurait. Il est resté longtemps en prison? 2 ou 3 semaines. Mais il s'est porté tout de suite volontaire pour aller rejoindre les autres sur le front. Pour un déserteur, c'est plutôt étonnant, non? Pour moi, je crois qu'il avait déjà une idée derrière la tête. Et comment ça s'est passé sur le front? Je sais pas, moi j'y étais pas. Il est resté à l'arrière, justement pour arrêter les déserteurs comme lui. Mais j'y pense. Vous devriez aller à Lille voir le colonel Arnoux. C'était lui le chef de bataillon de Salengro. Je peux vous donner son adresse. Je venais d'être nommé chef de bataillon. C'était le 6 ou 7 octobre 1915. Le 7 octobre, mon colonel. Vous avez raison, Lancet. Le 7 octobre. Bon, asseyez-vous. Vous n'allez pas rester debout. Merci, mon colonel. Pour les dates, vous pouvez lui faire confiance. Le capitaine a une mémoire d'éléphant. Bon, alors, ce matin-là, le lieutenant qui dirigeait la 6e compagnie est venu me rendre compte de la disparition du cycliste Salengro. Le cycliste? Oui, l'estafette, si vous préférez. D'après ce que me raconte ce lieutenant, Salengro serait parti récupérer le corps d'un de ses camarades et ne serait pas revenu. Alors, j'ai donc rédigé un rapport concluant purement et simplement au classement de l'affaire. Comment avez-vous compris qu'il avait déserté? Un coup de chance. Figurez-vous que quelques semaines plus tard, je rencontre au mess un officier qui revenait de permission. Il avait rencontré la marraine de guerre de Salengro, une veuve de général. Elle avait reçu de lui une carte postale qui l'informait qu'il était prisonnier en Allemagne et qu'il réclamait des colis. Manquait pas de kilos, l'animal. Alors là, j'ai tout compris. Le bougre avait foutu le camp et s'était rendu au Boche. Comme ça, il était à l'abri. Et le lendemain de sa disparition, comme par hasard, notre poste de commandement était bombardé. Et pas très difficile de penser que ce salopard avait sûrement donné des renseignements aux Allemands sur nos positions. Alors j'ai rédigé un autre rapport concluant à la désertion. Il était bon pour le tourniquet. Le tourniquet? Le conseil de guerre. C'était à quelle date, ce conseil de guerre? C'était quand, déjà, Lancet? Le 20 janvier 1916, mon colonel. C'est ça. Salengro a été condamné à mort par contumace le 20 janvier 1916 pour désertion. Mais pourtant, le ministre de la Guerre affirme qu'il a été acquitté. Foutaise. Elle l'a dit aussi, c'est un salopard. Moi, je suis sûr qu'il a été condamné à mort. N'est-ce pas, Lancet? Parfaitement. Je me rappelle très bien. On a lu la sentence devant tout le bataillon. Croyez-moi, il a une mémoire d'éléphant. Non, si ce salopard a été acquitté, c'est après la guerre. Grâce à ses amis socialistes, infiltrés dans l'armée. Mademoiselle, écrivez bien tout ceci dans votre article. Il faut le dire à tous les anciens combattants. C'est une honte d'être gouverné par des lâches, comme ce fumier de Salengro. Excusez-moi, Monsieur le Président. Une dépêche urgente de notre ambassadeur à Madrid. Messieurs, un coup d'État vient de se produire en Espagne. Toutes les garnisons du Maroc et des Canaries se sont soulevées derrière le général Franco. Elles ont débarqué sur la péninsule et contrôlent déjà un grand nombre de villes.
Le pays est au bord de la guerre civile. Si je peux me permettre, Monsieur le Président, la nouvelle est déjà dans la dernière édition du journal. Ça alors, c'est un peu fort. Havas a eu l'information avant nous. Roger, comment se fait-il que le gouvernement soit informé après les journaux? Vous étiez au courant, vous? Moi, je suis aussi surpris que vous. D'autant plus que j'ai reçu hier au ministère le vice-président des Cortés. Il m'a assuré que la situation du gouvernement républicain était excellente. Une guerre civile en Espagne. Il ne manquait plus que ça. Sans nos alliés espagnols, nous allons nous retrouver bien seuls. Bonjour, monsieur Duclos. Mes respects, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Dormois. Vous l'avez identifié? Oui, c'était malheureusement un de nos meilleurs informateurs. Un ancien croix de feu, très introduit dans les milieux militaires. Il avait réussi à infiltrer la cagoule. Ah, vous avez une idée de qui a pu faire le coup? On a trouvé ça dans sa poche. Traite à sa patrie jugée et exécutée par le groupe Z. Qu'est-ce que c'est que ce groupe Z? Une des sections spéciales de la cagoule. Et ce qui m'inquiète le plus, monsieur le ministre, c'est que l'arme du crime est un poignard militaire qui n'est utilisé que par les commandos de l'infanterie coloniale. Et le ou les tueurs ont laissé volontairement l'arme dans la blessure, comme une signature. Vous pensez qu'il a pu être dénoncé par quelqu'un de chez nous? Je le crains. À moins, monsieur le ministre, que ce ne soit le deuxième bureau. L'armée? C'est d'autant plus probable qu'il venait de nous remettre une liste de personnalités impliquées dans les activités de la cagoule. De Dieu. Le duc Pozzo-di Borgo. L'ex-préfet Chiappe. L'archevêque de Paris. Le général du Seigneur. Ce n'est plus un complot, c'est une réception mondaine à l'Élysée. Ce n'est pas nouveau. En France, on a toujours adoré les conjurés. C'est même une de nos spécialités. C'est sérieux, monsieur le Président. Le but avoué de la cagoule est de renverser le gouvernement par tous les moyens, y compris la violence. Un comité secret, un complot d'opérette, des cagoularmes. On est en plein roman feuilleton. Notre informateur nous a cité aussi les noms des maréchaux Franchet d'Espéret et Pétain. Votre informateur a très bien pu être manipulé. Si ça avait été le cas, il n'aurait pas été assassiné. Nous n'avons pas le choix. Nous devons ouvrir une enquête discrète dans l'armée, et en cas de découverte de preuves formelles, nous devons arrêter immédiatement les factieux, quel que soit leur grade. Mais c'est de la folie. Vous voudriez provoquer un putsch, vous ne vous y prendriez pas autrement. Sans compter les calomnies dont vous êtes la cible. Une attaque contre les militaires pourrait être très mal interprétée, mon cher ami. Oui, la situation est assez délicate. Enfin, ça n'a aucun rapport. Non, je vous assure qu'il faut... Roger? Qu'est-ce que vous avez? Roger! Allô? Faites monter immédiatement le médecin de permanence. Vite! Vite! Un comprimé matin et soir et en cas de crise. Pour le moment, vous rentrez et vous vous couchez. Je vous verrai demain matin au Val-de-Grâce pour un examen sérieux. Mais demain, je peux pas, je vais à Lille. Libre à vous de faire un véritable infarctus. Mardi, ça va? Si vous n'êtes pas mort d'ici là. Normalement, je devrais vous faire hospitaliser immédiatement. Mais si vous préférez vous suicider, c'est votre affaire. Je le répète, les revendications majeures ont été satisfaites. Par conséquent, l'occupation des usines et des entreprises est contraire aux principes de la loi. Elles doivent cesser immédiatement, mes amis. Je vous demande, au nom du Front populaire, libérez vos lieux de travail. Et l'Espagne, bande de salauds! Personne n'a... Messieurs, social flic! Propos plus, mon Dieu! Laissez parler, enfin! En poursuivant la grève, qu'allez-vous obtenir? La fuite des capitaux? La paralysie de l'économie? La fermeture des usines? Et si vous persistez, vous m'obligerez à faire le choix entre l'ordre et l'anarchie. Et là, sachez-le, je maintiendrai l'ordre. À tout prix, vous entendez? À tout prix. Ta gueule, déserteur! Oh, vous n'avez pas le droit de faire ça.
a dit ça? Qui a dit ça? Qui peut croire ça? Mais qui peut croire des mensonges aussi grossiers? Je tiens à le dire ici, devant tous les camarades. Oui, à 23 ans, j'étais contre la guerre. J'étais, oui, pacifiste. En un mot, socialiste. Mais je suis parti comme les autres. J'ai fait mon devoir comme les autres. Et je n'ai jamais été déserteur. Jamais! Certains ici peuvent en témoigner. Bravo, Roger! Salut, Ménard. Je suis content de te voir. Tu leur as dit exactement ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que tu veux entre les fascistes du patronat et les enragés du bolchevisme? Il y a plein de camarades qui savent plus bien où ils en sont. Et je sais bien. Tiens. Et viens donc prendre une bière, là, au Clairon des Flandres, comme au bon vieux temps. Je te raconterai la lettre que je vais leur envoyer à ces salauds de l'Action française. Parce que moi, je peux leur en parler de ta soi-disant désertion, puisque j'y étais. Chercher! T'es dingue! Tu vas y rester, toi aussi! Fais pas le con! Salingro! PC, vous recevez? PC! Oui, Ménard! Mon lieutenant, il mérite la croix de guerre! Il l'aura! Un titre posthume, peut-être. PC, vous me recevez? Parle. En guise de médaille, c'est le conseil de guerre qui t'ont filé ces salauds. Merci. Allez. Salut, Ménard. Tiens, salut Marcel. T'as dit avec qui je suis? Oh, bah ça alors. Si on m'avait dit un jour que je verrais un ministre au Clairon des Flandres... Allez, ça va. Assieds-toi et bois un coup. Ah bah, pas de refus. Vous prenez? Ouais, la même chose. Eh ben, tiens. Allons-y. Alors, raconte. Comment tu vas? Comme le temps. Un jour bien, un jour moche. Aujourd'hui, ça serait plutôt le chômage. Hein. Après mon accident, j'ai été viré de l'usine et puis depuis, bah rien. Après ton accident du travail, rien. Viens me voir à la mairie demain. On va quand même te trouver quelque chose. Non, merci. Mais si. Tu viens demain. Tu viens demain. Bon, d'accord. Merci. Bon, allez. Allez, au Front Populaire. Au Front Populaire. Quand je pense à nous virer le samedi soir avant la guerre, j'aurais jamais imaginé que tu deviennes ministre. Moi non plus. Ah, c'est loin tout ça. Et quand tu t'en es pris aux royalistes, à l'hippodrome, là, présidé par la marquise de Méneux, ah, tu lui as sacrément cloué le bec au dos d'elle, hein. Mais ils n'ont pas traîné. Là, les camelots du roi, ils nous ont copieusement rossés. Mais nous aussi. Oui, une sacrée dégelée, hein. Bien, ça doit te faire tout drôle maintenant d'être le chef des poulets. Idiot, va. Vous vous souvenez? Le soir même, on est allé se requinquer à l'Eldorado. Ah, le concours de Java. Ah oui, ça gâchait dur, là. T'avais l'œil au beurre noir. Mais malgré ça, t'étais complètement remonté. Tu tenais une de ces formes. T'as failli gagner le concours. Je me souviens, hein. La patronne, elle avait le béguin pour toi. C'est à ce moment-là qu'il fallait me le dire, espèce de voyou. Bah attends, il avait l'œil dessus, lui. Ah, mais attends, elle me plaisait aussi, moi. Mais oui, mais tout le monde le sait, ça. Bon, allez. Allez, les gars. Allez. Ah, ça me fait plaisir. Eh ben, à la patronne, alors. À la patronne. Monsieur le Président, Monsieur Roger Salingro. Ah, Roger, merci d'être venu. Comment allez-vous? Asseyez-vous. J'étais plongé dans une lecture émouvante. Chaque jour, je reçois des dizaines de cartes comme celle-ci. Tenez, lisez. Un grand merci. Grâce à vous, à 60 ans, je vois pour la première fois la mer. Pierre. Un ancien tourneur. Et cet autre,
d'une petite Simone de Dieppe. Merci, monsieur Blum. Grâce à vous, j'ai pu faire la connaissance de mes grands-parents. C'est réjouissant, n'est-ce pas, de penser qu'on peut apporter une petite éclaircie dans des vies difficiles. Je crois que c'est ce qui nous donne le courage de continuer. Non? Et vous, avez-vous revu le médecin? Oui. C'est juste un peu de fatigue. Ça ne m'étonne pas, vous êtes toujours sur la brèche. À propos, bravo pour vos résultats à Lyon. Si vous réussissez le même exploit dans le Nord, on pourra dire que vous aurez remis la France au travail. Oui, en fait, dans le Nord, ce sera plus compliqué. Les communistes font toujours obstruction. Et ça continuera tant que nous n'aiderons pas les républicains espagnols. Ils nous emmerdent. Officiellement, nous ne pouvons pas intervenir. Oui, mais pendant ce temps-là, Hitler et Mussolini aident librement Franco. Vous acceptez de laisser au fascisme l'initiative de la politique en Europe? En apparence. En réalité, nous laissons transiter par la France les tanks et les avions que l'URSS envoie au gouvernement espagnol. Ce sera notre manière, à nous, de soutenir les républicains. Une aide tout à fait officieuse. Oui. Et j'ajouterai qu'en tant que président du Conseil, je ne veux rien savoir de ce trafic. Je compte sur vous, Roger, pour que tout cela se passe bien et dans la plus grande discrétion. Oui. Parfait. Et apprenez un peu à faire comme moi. Reposez-vous de temps en temps, mon vieux. Oui, ça, si nos ennemis nous en laissent le loisir. Je ne voulais pas vous ennuyer avec ça, mais... Vous savez, après l'article 2... Encore ce Bécard? Oui. Oui, alors il demande à Daladier de publier mon dossier militaire. Il n'est pas question de communiquer quelque document que ce soit. Et surtout, ne bougez pas. Laissez faire Daladier. Celui-là, avec l'affection qu'il me porte... Je crois que vous le lui rendez bien, non? Allez, Roger, prenez de la hauteur. Cessez de vous torturer avec ces bruits de latrine. Tous ces imbéciles seraient trop contents de vous voir aussi préoccupés. Il n'y a qu'une chose à faire. Les mépriser et les haïr. Roger, je voudrais que vous sachiez une chose. Jamais le Saliupin n'abandonnera le déserteur. Sabotage à la gare de Pantin. Le poseur de bombes est arrêté. Achetez le populaire. Exclusivité, exclusivité, le populaire. Sabotage à la gare de Pantin. Le poseur de bombes est arrêté. On a arrêté le poseur de bombes. Il était parfaitement au courant pour le matériel militaire soviétique qui transite par Paris à destination de l'Espagne. Son groupe avait reçu l'ordre de la cagoule de faire sauter ce train en gare de Pantin. Vous avez pu en tirer quelque chose? Non, non. L'homme est muet comme une cape. Par contre, nous n'avons eu aucun mal à l'identifier. Il était fiché comme camelot du roi, comme militant de base de l'Action française. Et il a même été pendant un moment le chauffeur personnel de Charles Maurras. Ça, c'est une chance inespérée, Duclos. Vous me montez une perquisition dans les locaux du journal. Dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui. Immédiatement. Vous emportez tout ça à la brigade. Allez, on se presse. Ça va, on n'a rien oublié? Non, monsieur. Monsieur Charles Maurras, si vous voulez bien avoir l'obligeance de me signer ce procès-verbal de perquisition. La cagoule. Il faut vraiment avoir l'esprit dérangé de votre ministre pour imaginer qu'on ait quoi que ce soit à voir avec ces gens-là. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui les avons surnommés ainsi. Vous devriez conseiller M. Salengro de lire plus attentivement notre journal, et pas seulement les articles qui lui sont consacrés. Je ne manquerai pas de le faire. Mes respects, Monsieur Maurras. Cet imbécile de Salengro va entendre parler de nous. On va entrer dans la danse avec Gringoire. Et votre condamnation? Tant pis. Je préfère la prison à la lâcheté, moi. Passez-moi M. Horace de Carbuccia, s'il vous plaît, pour M. Charles Maurras. Excellence, hein. À défaut de décoration militaire, les sardines de député-maire du cycliste Salingro. C'est bien envoyé, bravo. Il en prend plein la gueule et c'est ce que nous voulons.
Vous allez le publier dans le prochain numéro? Attendez, il faut d'abord que Béraud le lise et le remanie un petit peu. Pourquoi le remanier? Vous venez de me dire qu'il est très bien, mon article. Oui, mais il est très bien, oui. Mais voyez-vous, Gringoire a un style, et ce style, c'est Béraud. Mais je vous le paie tout de suite, hein. 150 francs plus les frais, ça vous va? Oui. Mais est-ce que je peux me considérer comme engagée? Pratiquement, oui. Alors envoyez-moi en Espagne. Je veux faire un reportage sur le général Franco. Je serai la première femme correspondante de guerre. Pas si vite, mon petit. Il faut d'abord que vous terminiez votre enquête sur Salingro, hein. Comment ça, j'ai fini, non? Ah, non, ça suffit pas. Le colonel Arnaud vous a donné les noms d'une douzaine de témoins. Eh ben, retrouvez-les et interrogez-les, hein. Plus nous aurons de témoignages, plus nous serons sûrs de le coincer. Oui, après, vous m'enverrez en Espagne? Eh ben, pourquoi pas. Mais d'abord, il nous faut la peau de Salingro. Ouvriers, employés sont partis pour les premières vacances de leur vie. Et pour les accompagner, je vous propose d'écouter Jojo Molina et son orchestre. Oui, oui. Bah alors, t'es pas encore prêt? Je t'ai déguisé en Père Noël, tonton Roger? Eh bien oui, Zig, et tu viens m'embrasser, s'il te plaît. Et toi, puce, allez. On peut aller voir Germinal? Oui, allez. C'est l'anniversaire de Catherine. Oh. Catherine, bon anniversaire. Ah non. Écoute, je suis confus, mais je ne suis pas encore sorti, alors je ne peux pas encore t'offrir de fleurs. Eh ben, c'est pas grave, on va aller en cueillir ensemble. Les enfants ont décidé qu'on partirait tous en pique-nique. Je suis d'accord. Tu te souviens de ma cousine Sylvie? Oui. C'est celle qui a accepté de danser avec moi le jour de votre mariage. C'est aussi son anniversaire, elle vient avec nous. Parfait. Tenue décontractée? Bon, je vous dépêche. Oui. On peut emmener Germinal avec nous? Et qui garde la maison, alors? Tu nous fais marcher, ça n'existe pas, les chats de garde. Tu as raison. Sauf Germinal. T'as vu, les navigateurs, ils ont l'air de bien s'entendre. Même les ours s'apprivoisent. Vous avez de la chance. Un beau métier, institutrice. Ministre, c'est pas mal non plus. Oui, enfin, ça dépend des jours. Et puis moi, j'ai pas le droit de distribuer des bonnets d'âne aux députés. Et pourtant, c'est parce qu'il manque des ânes. Surtout à droite, je suppose. Ah oui, à droite, bien sûr, mais au centre aussi. Et même à gauche. Qui? On peut savoir qui? Secret d'État. Non, mais vraiment, parfois, je me dis que j'aurais mieux fait d'être enseignant. Vous aimez les enfants? Ah oui. En tout cas, plus que les politiciens. Non. Avec une institutrice comme vous, peut-être que j'aurais été un bon élève, bien sage. Vous n'étiez pas sage. Non. Non, je détestais l'école. Vous avez quand même fait une licence de lettres. Mais comment vous savez ça, vous? Moi aussi, j'ai mes informateurs. Mais dites-moi, votre institutrice, elle n'était pas gentille? Un vieux bougon qui sentait mauvais et puis qui arrêtait pas de nous tirer sur les oreilles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les miennes sont grandes. Remarquez, pour un ministre de l'Intérieur, c'est plutôt un avantage. Oui. Bon, ben, on va rentrer au port. On rentre au port! Arrive. Eh bien. Alors, le navigateur. Merci, capitaine. C'était un plaisir de naviguer en votre compagnie. Madame. Ah! Votre main. Pardon. Mais tout le plaisir était pour moi, hein. Sincèrement. Merci pour cette croisière. Alors, qui gagne? Moi. C'est lui qui gagne, mais il a triché. Tu as triché. Non, j'ai pas triché. Oh, regarde là, tu me dis pas la vérité là. La prochaine fois, c'est moi qui va gagner. C'est sûr? Le ministre de l'Intérieur, déserteur, est condamné à mort. Acheté Gringoire, l'affaire Salengro. Salengro condamné à mort. Salengro déserteur. Le ministre de l'Intérieur a-t-il déserté? A-t-il été condamné à mort? Salaud! Oh, mais quelle mauvaise foi! Avec Maurras et Béraud, fallait peut-être s'y attendre. Hein. Qu'est-ce que vous comptez faire? À ma place, qu'est-ce que feriez-vous? J'en sais rien. Peut-être que j'irai leur casser la gueule. Ah oui, ça, si j'étais pas ministre,
C'est ce que je ferai. Juliette, vous pouvez venir un moment? J'ai une lettre urgente à vous dicter. Non, mais vous n'allez quand même pas en plus leur répondre. Pourquoi pas? Mais parce que c'est de la folie. C'est pas un journaliste de caniveau qui va me faire taire. Et il y a peut-être d'autres moyens, Roger. Les tribunaux, par exemple. Oui, que l'affaire traîne des mois, des années. Oui, si vous le permettez, je vais quand même me renseigner auprès du garde des Sceaux. Oui. Ah oui, renseignez-vous, Marx. S'il vous plaît, renseignez-vous. Monsieur Darmois. Monsieur le ministre. Juliette, asseyez-vous et notez. Monsieur le directeur et gérant de Gringoire, en réponse aux attaques répétées de votre journal... Ça ne va pas, monsieur le ministre? Monsieur le ministre? Non, si, ça va aller. Portez-moi un verre d'eau. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, pas la peine. Continuons. Vous voulez pas que j'appelle un médecin, vous êtes sûr? Ah, monsieur le directeur gérant de Gringoire. Monsieur Salingro, aux accusations précises de Gringoire, vous avez répondu par une pirouette. Il convient de vous justifier point par point. Un plus long silence serait un aveu. L'aveu que vous avez déserté, l'aveu que vous avez menti. Cet acharnement devient abject. Votre ami, derrière sa réserve et sa timidité, doit beaucoup souffrir. Je lui ai suffisamment dit de ne pas répondre, mais il n'en fait qu'à sa tête. Maintenant que la machine est en marche, j'ai bien peur que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Il doit se sentir bien seul. Invitons-le à dîner mardi soir. Mardi, mais vous n'y pensez pas, nous avons Gide et les Malraux. Il va s'emmerder. Eh bien alors mercredi. Oh, et puis invitez aussi Marx Darmois. Il semble bien s'entendre. Alors là, c'est nous qui allons nous emmerder. Méchant homme. À la suite de la réponse du ministre de l'Intérieur aux diverses accusations de désertion parues dans la presse, des anciens combattants le confirment. Monsieur Roger Salingro a bien été condamné à mort par le Conseil de guerre. L'abcès est maintenant ouvert et monsieur Salingro doit le vider entièrement. Et voici maintenant le bulletin météorologique pour les prochains... Après la presse écrite Radio Luxembourg. Décidément, Havas sort la grosse artillerie. Une preuve de plus qu'à travers moi, la cible, c'est le Front populaire. Notre gouvernement saura résister. Oui, surtout si je démissionne. Ah, ne dites pas de bêtises, Roger. Nous devons rester soudés. Mais vous n'auriez jamais dû vous abaisser à leur répondre. Je ne pouvais pas les laisser salir mon honneur et celui du Parti socialiste. Moi aussi, j'ai été traîné dans la boue. Je ne leur ai jamais répondu. Je ne comprends pas que des gens aussi brillants, aussi évidemment intelligents que Maurras, Daudet ou Béraud puissent avoir autant de haine. Que voulez-vous? Ils n'ont jamais accepté que le peuple ait pu leur arracher un petit morceau de leur pouvoir. Mais enfin, il y a des lois qui répriment la calomnie dans les journaux. Eh bien, justement, je viens d'interroger le garde des Sceaux à ce sujet. Au cours des 10 dernières années, il y a eu pas moins d'une vingtaine de procès en diffamation par voie de presse. Résultat, au nom de la liberté d'expression, les 3/4 des journaux ont été acquittés. Je suis désolé, Roger. Bien. Enfin, que cela ne nous empêche pas de passer à table. Je vous en prie. Vous savez, Marx, les socialistes se sont aussi battus pour la liberté d'expression. Si Maurras et Béraud étaient acquittés, cela signifierait dans l'esprit du public qu'ils disent la vérité, que Roger a vraiment déserté. Les faits seraient désastreux. Bref, il est urgent de ne rien faire. Comme pour l'Espagne. Écoutez, merci. J'ai bien réfléchi, j'en ai discuté avec Daladier. Je lui ai demandé de faire étudier le dossier par une commission d'enquête présidée par le général Gamelin. Les conclusions seront publiées dans un communiqué officiel pour vous innocenter définitivement.
Après consultation des dossiers de la justice militaire, il apparaît que 1. Monsieur Roger Salingro, soldat de 2e classe au 233e régiment d'infanterie, fait prisonnier par les Allemands le 7 octobre 1915, a été jugé par contumace, comme c'était la règle en pareil cas, par le conseil de guerre de la 51e division. 2. Ce conseil de guerre a acquitté le 20 janvier 1920 le soldat Roger Salingro. Il s'agit d'un jugement dont nul ne peut contester l'authenticité. L'enquête a démontré la fausseté des faits de désertion reprochés à M. Salingro. Dès lors, ce ne sont plus que des rumeurs diffamatoires dont il importe de faire justice. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. On a parlé de 2e conseil de guerre. Qu'en est-il? Dans quelles conditions a été obtenu l'acquittement de M. Salingro? Il ne sera répondu aujourd'hui à aucune autre question. Nous atteignons aujourd'hui, mon cher Jackson, des sommets himalayens dans le grotesque et la mauvaise foi. Vous avez vu la tête de Daladier? Oh bah mettez-vous à sa place, il peut pas sentir Salingro, il est obligé de le défendre. Ah, bel exemple de solidarité gouvernementale. Le fusilleur de la Concorde et le déserteur de la Grande Guerre. Pardon, ma petite Amélie, je ne vous ai pas présenté Pierre Gaxot. C'est le rédacteur en chef de Candide, l'une de nos plus brillantes plumes nationales. Mon cher Pierre, je vous présente Amélie Deschamps, une de nos meilleures recrues. Et c'est elle qui a fait l'essentiel du travail d'investigation sur notre ami commun, Salingro. Ah, toutes mes félicitations, mademoiselle. Je vois que ce vieux renard de Béraud sait vraiment bien s'entourer. Ah, tenez, d'ailleurs, je vous donne ma carte si d'aventure vous étiez las des foucades de ces messieurs. Faites-moi signe. Et ne vous faites aucune illusion, hein, mon vieux. Quand on a la chance de travailler avec Gringoire, on rêve rarement d'aller noircir du papier ailleurs. Très bien. Je compte sur vous. Immédiatement, monsieur le ministre. Merci. T'as vu Gringoire, il en remet de ça? Sur 3 pages, et ils sont pas les seuls. L'Action française, Candide, Choc, Je suis partout, tous remettent en cause la déclaration de Daladier. Oui, bonjour, madame. Et pour une fois qu'il s'est mouillé? Pourquoi tu fais pas interdire tous ces torchons, Roger? Pour qu'il hurle à la censure, m'accuse d'abus de pouvoir? Bah, si c'est comme ça avec les copains du syndicat, on va les casser la gueule de ce Béraud et foutre le feu à son canard. Ça, le gouvernement n'a pas assez de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, on peut rien, mon pauvre Henri. Ah, et maman? Ça va, le professeur Binet a bien fait de la faire hospitaliser. Il doit recevoir les résultats des examens, il veut te voir. Eh bien alors allons-y. Allez. Fonce. Vous voyez, Madame Salingro, vous respirez mieux. Avec le traitement que je vous ai prescrit, vous ne souffrirez plus. Je repasserai demain matin. Merci, docteur. Alors, dites-moi. Les résultats ne sont pas bons. J'ai peur qu'il n'y ait plus grand-chose à faire, à part l'empêcher de souffrir. Le cancer est trop avancé. Je vais lui prescrire de la morphine. Je suis désolé. Courage. Nous ferons tout pour la soulager. Merci, docteur. Alors, tu te sens mieux? Hein? Oui. Ils vont me garder longtemps ici? Le temps que tu guérisses, hein. Moi, je préfère te savoir ici que toute seule chez toi. Mon petit, ils te font tellement de mal. Toutes ces choses qu'on raconte sur toi. Quand je lis ça, parfois, je préférais mourir. Maman, dis pas ça. Toutes ces sottises qu'on écrit dans les journaux, ça n'a aucune importance. Écoute, ça m'empêche même pas de dormir, alors. Tu dis ça pour me rassurer, mais je te connais trop. Je sais bien que ça te fait encore plus de mal à toi qu'à moi. Non. Tu veux que je te ramène quelque chose? Du chocolat? Des marrons glacés? Tu es gentil, je vais bien.
Voilà. Vous allez voir. Avec mes révélations sur la partialité de la commission d'enquête, Salingro est définitivement enfoncé. Que des copains, lui, dans cette commission. C'est que, justement, ma petite Amélie, nous venons de décider de changer de stratégie. Ça veut dire quoi, changer de stratégie? Ça veut dire... Eh ben, ça veut dire que, dorénavant, c'est Béraud qui reprend l'affaire en main. C'est devenu un trop gros morceau pour une débutante. Vous pouvez continuer vos recherches, trouver d'autres témoins. Et c'est vous qui rédigerez et signerez les articles? Non, merci. Bah, attendez, vous fâchez pas. On pensait vous confier une enquête explosive sur les pots de vin d'exposition universelle. Ça vous irait bien, ça, non? Et pourquoi pas les défilés de mode ou les flimères? Vos pots de vin, vous pouvez vous en occuper vous-même. Moi, je vous rends mon tablier. Je vous salue bien, messieurs. Keine Bewegung! Ruhig bleiben! Vous êtes prisonnier. La cerise sur le gâteau nous vient évidemment de nos amis de l'Action française. Je vous lis l'affaire Salingro. L'accession d'un déserteur au ministère de l'Intérieur nous conduit à constater que trop souvent ce portefeuille-là se ramasse dans la merde, signé Léon Daudet. Voilà. C'est lamentable. Ça ne finira donc jamais. Nous avons apporté pourtant toutes les preuves de l'acquittement. Mais c'est ma peau qu'ils veulent, trouver de 12 balles de préférence. C'est ça qu'ils me reprochent, de ne pas être mort à la guerre. La presse de droite a sorti toute son artillerie. En revanche, les contre-attaques de la gauche sont bien faibles. Alors, Roger, vous ne pouvez pas dire ça. Le Populaire a fait un article. Une demi-colonne pour répondre à des pleines pages de mensonges? Et l'humanité s'est pas fait remarquer par sa discrétion? Et les journaux des radicaux, leur silence est assourdissant. Bon, écoutez, Salingro, j'ai pris votre défense. Oui, on a vu le résultat. Allons, messieurs, ce n'est pas le moment. Bécard a déposé sur le bureau du président de l'Assemblée une demande d'interpellation à propos des anomalies du dossier. Oui, ça pourrait être l'occasion d'un grand débat public, contradictoire et au grand jour, cette fois. À condition toutefois que vous veniez personnellement vous exprimer devant la Chambre. Je n'ai jamais été un grand orateur. Eh bien, ce jour-là, vous le serez. Parce que vous serez sincère. La sincérité, voilà le terrain sur lequel nous pouvons nous battre. Alors, Roger. Mais d'accord. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. C'est culotté. Très culotté. Mais votre idée de jouer un tour à ce vieux filou de Béraud, ça ne me déplaît pas du tout. Vous voyez? Mais je me demande... comment vous allez vous y prendre? J'ai ma petite idée. Si vous me rapportez un entretien en exclusivité avec Salingro,
Je vous promets qu'il sera publié en première page. Signé? Évidemment, signé. Vous n'êtes plus à Gringoire. Alors votre entretien, vous l'aurez. Mon nom est Emily Sharp du New Telegraph à New York. Je viens voir Monsieur Salengro. Vous avez rendez-vous. Of course. Oh, bien sûr. C'est exact, Miss Sharp. Monsieur Salengro vous attend. Albert, veuillez conduire Miss Sharp jusqu'au bureau de Monsieur le ministre. Vous savez, Monsieur le ministre, que vos histoires passionnent l'Amérique. Ah bon? Ça vraiment, alors, je ne savais pas. Beaucoup de personnes pensent à New York que c'est faux. Toutes ces choses que les journaux racontent sur vous. Évidemment, c'est faux. Vous voulez du sucre ou du lait? No, thank you. Vous ne savez probablement pas en Amérique ce qu'est la vie politique en France. Par exemple, la droite ne recule devant qu'une bassesse pour salir le gouvernement. Justement, pour écrire les choses vraies pour les lecteurs, Monsieur Salengro, racontez-moi comment vous avez fait la guerre. Vous permettez que je tape, enregistre? Oui, bien sûr. Oui. Ah, c'est américain, ça. Oui. Chez nous, on fait toujours comme ça. C'est mieux que d'écrire les notes. Oui, ah ben, vous avez raison. Et puis alors surtout, les propos ne sont pas déformés. Comment j'ai fait la guerre? Tout d'abord, je me suis porté 2 fois volontaire. Une première fois en septembre 1914, mais là j'ai dû être hospitalisé. Et puis en août 1915, mais alors là j'étais pas encore guéri. Mais quand vous étiez pris par les Allemands, vous étiez blessé en vous battant? Non, enfin, une petite blessure au front à cause d'un obus. Parce que je m'étais porté volontaire pour aller chercher le corps d'un camarade qui était resté coincé dans les barbelés. C'est très courageux. Et arrivé près des barbelés, il y a eu une explosion. Je suis tombé dans un trou d'obus, j'ai perdu connaissance. Voilà. Puis c'est là que j'ai été fait prisonnier. Mais pourquoi on vous a jugé après? Pourquoi le conseil de guerre? Mais à l'époque, on jugeait tous les prisonniers pour être sûr qu'ils n'avaient pas été déserteurs. Et moi, j'ai été acquitté par contumace. Contumace. Vous connaissez? Oui, je comprends. Contumace. Ça veut dire que vous étiez pas là. C'était quand vous étiez prisonnier. C'est bien ça? Oui. Donc, j'ai été acquitté. Alors, je comprends pas. Pourquoi les journaux vous attaquent? Ça, mademoiselle, ça, c'est la France. On est prêt à tout pour abattre un ennemi politique. Mais il y a plein d'anciens combattants qui disent que vous avez déserté. C'est inventé? Ces gens n'existent pas? Si, ils existent. Mais alors, ce sont des menteurs. Comment vous dites, des canailles, des fripouilles? Certains. Enfin, il y en a qui ne se souviennent plus très bien, et puis d'autres à qui l'on fait dire ce que l'on veut. Et vous, au fond, tout ça ne vous atteint pas vraiment? Mais si, bien sûr. C'est toujours une épreuve d'être calomnié, insulté. Mais je suis un homme du Nord. Et un homme du Nord suit sa ligne toute droite. Voilà. Intégrité, sens du devoir, amour de son pays. Ce n'est pas un petit déballage de mensonges qui va m'abattre. Surtout si des journalistes honnêtes et talentueux me soutiennent dans cette épreuve. Vous êtes trop aimable, monsieur le ministre. Vous verrez, vous ne serez pas déçu par mon article. Une sorte de frère adultérin des 3 petits cochons de Walt Disney. Il sourit du sourire crucifié de la caissière du Grand Café du Commerce, accusée à tort d'avoir dérobé une petite cuillère. Avec en plus une dignité comique d'un ministre. La garce. Comment ai-je pu être aussi stupide pour me laisser piéger par cette fille?
Amélie Deschamps n'est même pas américaine. N'importe qui se serait laissé prendre. Mais vous pouvez comprendre ce qui l'a poussé elle à me faire ça. Je lui ai jamais rien fait. Pourquoi cherchait-elle à me nuire à ce point-là? L'ambition, l'appât du gain, allez savoir. En tout cas, il n'est plus question que j'aille m'exprimer à l'Assemblée nationale. C'est pourtant la seule chose à faire. Être trahi, conspué, humilié, mes propos seraient déformés. Non, non. Non, je ne peux pas. Au contraire, Roger. Il y a un moment où l'honnêteté et la vérité vont payer. Avec cet article, ils ont été trop loin. Leur malhonnêteté peut retourner les indécis en votre faveur, j'en suis convaincu. Il faut y aller. Il faut nous battre. Messieurs, la parole est à Monsieur Bécard. Silence, s'il vous plaît. Messieurs les députés, s'il vous plaît. Messieurs, je tiens d'abord à affirmer solennellement que je n'en veux pas personnellement à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Que je m'efforcerai d'être impartial. Mais si je ne tiens pas particulièrement à ce que M. Salingro soit coupable de désertion, je ne veux pas non plus que le ministre de l'Intérieur puisse être soupçonné de l'être. Mes chers collègues, je vous demande de conserver dans ce débat important pour l'avenir de notre pays l'attention et la dignité que nos concitoyens sont en droit d'attendre des élus du peuple. Si de tels incidents devaient se renouveler, je me verrais dans l'obligation de suspendre la séance. Monsieur Bécard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ayant mené une enquête minutieuse, je me suis efforcé de réunir le plus grand nombre de témoignages possibles de toute provenance et de toutes origines politiques. Pas un, vous entendez bien, pas un ne conclut à l'innocence de M. Salingro. Messieurs, tous, vous entendez bien, tous confirment l'accusation de désertion du cycliste Salingro le 7 octobre 1915. Il n'est jusqu'à ses amis communistes qui ne se soient fait dès 1924 l'écho de ces accusations de désertion. Oui, c'est vrai ça, hein, c'est vrai. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler. Monsieur Salingro a raconté qu'il avait été fait prisonnier en tentant de ramener le corps d'un soldat tué entre les lignes. Cela ne tient pas debout, on ne va pas de jour et seul ramasser des morts sur le terrain. Surtout quand on est aussi peu sportif que Monsieur Salingro. c'est inadmissible, scandaleux, menteur. Messieurs les députés, un peu de dignité, je vous prie. Certes, la commission d'enquête du général Gamelin a apporté les preuves de l'acquittement par contumace de M. Salingro. Par décision du Conseil de guerre, le 20 janvier 1920. Il y a des acquittements qui innocentent, il y a des acquittements qui condamnent. C'est le cas du jugement du 20 janvier 1920.
Il a sans doute, et pour des raisons dont le Conseil de guerre est seul juge, libéré M. Salengro de toute poursuite, mais il a laissé subsister la sordide réalité du fait qui a motivé les poursuites. La désertion de M. Salengro. Messieurs les députés, la parole est au président du Conseil, Monsieur Léon Blum. Écoutons. Messieurs les députés, après les conclusions définitives de la commission d'enquête présidée par le général Gamelin, vous savez tous, au fond de votre cœur et de votre conscience, que Roger Salengro est parfaitement innocent. Mais non! C'est faux! Est parfaitement innocent. Est parfaitement innocent des accusations de désertion menées contre lui. Vous savez aussi que cette campagne menée contre lui, soi-disant au nom de l'honneur militaire et du patriotisme, repose tout entière sur l'altération de la vérité. Ben oui. Messieurs les députés! Mensonge! Oui, sur le mensonge. Bien sûr, oui, oui. Elle ne cherche, cette campagne, qu'à déshonorer un homme. Un homme qui, que vous le vouliez ou non, représente la France dans le monde. On croit rêver! On croit rêver! Peu importe, n'est-ce pas, que la boue rejaillisse sur le renom de la France, si l'honneur d'un homme politique peut en être souillé. Hypocrite! Juif corrompu! Corrompé! Je vous demande, messieurs les députés, de méditer cela. Et puis, je vous le demande aussi, pensez à l'homme. Car il y a un homme dans cette affaire. Un homme avec un cœur d'homme. Un homme comme vous. Un homme qui est votre collègue, que vous connaissez tous. Il y a un homme qui est torturé affreusement. Un homme qui souffre. Oh, je le sais bien, messieurs les députés, et vous le savez comme moi, on essaie dans ces cas-là de contraindre, de refouler en soi sa souffrance. On dit à ses amis, mais non, cela ne compte pas, cela va bien. Et puis, les amis vous suivent des yeux et ils voient un visage altéré. Alors ils éprouvent, dans leur amitié, dans leur tendresse, à quel point un cœur d'homme peut être rongé par la calomnie. Encore une fois, messieurs les députés, avant de procéder en votre âme et conscience au scrutin, je vous le demande,
Je vous en prie, méditez cela. La parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Roger Salingro. La guerre, j'ai le droit d'en parler, car je l'ai faite comme tant d'autres. Soldat des régions envahies, je me suis battu pour la libération des miens. Français et socialiste, j'ai combattu le militarisme allemand, convaincu que sa défaite serait la victoire non seulement de mon pays, mais celle de la paix et de la liberté des peuples. Rapule! Allez, va rejoindre tes amis à Moscou! En maçon! Messieurs les députés, je vous en prie. J'ai milité au Parti socialiste, car j'ai eu la naïveté de croire que je pourrais servir d'exemple. Mais vous n'êtes pas un exemple! Monsieur! Il a raison. Oui, vous êtes un exemple. Parce qu'une fois revenu des tranchées, je pensais que seuls avaient le droit de parler ceux qui avaient été capables de faire leur devoir. Hypocrite! Je suis toujours socialiste. Et toujours fier de l'être. Je serai toujours le farouche adversaire des guerres et de la violence. Mais je serai toujours prêt à prendre les armes, s'il le faut, pour défendre ma patrie. Bravo, vous avez été remarqué. Messieurs les députés, nous allons maintenant procéder au scrutin. L'ordre du jour est le suivant. La Chambre, constatant l'inanité des accusations portées contre le ministre de l'Intérieur, flétrit les campagnes d'outrage et de calomnie et fait confiance au gouvernement pour soumettre sans délai au Parlement un projet de loi qui, tout en sauvegardant la liberté de la presse, permette à tous les citoyens de défendre efficacement leur honneur contre la calomnie et la diffamation. Nous allons procéder au vote. Pour. Contre. Pour. Contre. Messieurs les députés, l'ordre du jour qui innocente M. Salingro et qui condamne la campagne de diffamation portée contre lui est approuvé à la majorité absolue par 427 voix contre 103.
Je suis soulagée. Ils ont fini par te rendre justice. Toutes ces méchancetés vont s'arrêter. J'étais si inquiète. Je sais, maman. Mais là, tu n'as plus aucun souci à te faire. Là, tu ne penses qu'à bien le soigner et à guérir très vite. Tu es gentil. Mais quand même, cette politique, c'est un drôle de métier que tu as choisi. Tu sais, la politique, c'est pas tout à fait un métier. C'est un peu comme l'écurie. C'est elle qui m'a choisi. C'est quand même plus dangereux. Ouais, mais tu sais bien que pour défendre ses idées, il faut presque toujours prendre des risques. C'est justement ça qui me fait peur. Ils ont quand même tué Jaurès. Pense plus à ça, maman. Oui. Et toi, n'oublie pas, tu mérites d'être heureux. Je n'aime pas te savoir toujours seul. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais ça va être l'heure des soins. Tu vois, maman, il faut que je te quitte. Moi aussi, je dois te quitter bientôt. Maman, dis pas de bêtises. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mon grand. À bientôt. Oui, maman. À bientôt. Comment elle va? Mal. Je crois bien que c'est la fin, oui. J'ai bien peur qu'ils se rendent compte. Je vais les embrasser, tu m'attends? On va aller manger un morceau à la maison. Non, t'es gentil, je vais rentrer. Faut pas prier, Roger. Non, j'ai besoin d'être seul. Salengro? Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes un déserteur. Vous êtes un salaud. Les anciens combattants vous crachent à la gueule, monsieur. Serviteur. C'est triste, ça, gros.
Mon cher Henri, le surmenage, la calomnie, c'est trop. Cette fois, le chagrin m'a vaincu. Je rejoins Léonie. Mon cher Blum, ma femme est morte il y a bientôt 18 mois. De la calomnie, on ne lui épargna pas. Et dont elle souffrit tant. J'ai lutté de mon côté. Aussi vaillamment que possible. Mais je suis à bout. Rongé moi aussi par la calomnie. S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, au moins porteront-ils la responsabilité de ma mort. Car je ne suis ni un déserteur, ni un traître. Ils l'ont tué, acheté le populaire. Roger Salengro suicidé au gaz. Suicide du ministre de l'Intérieur. Acheté le populaire. Suicide du ministre de l'Intérieur, Roger Salengro. Savez-vous comment se termine la lettre qu'il m'a laissée? Mon parti aura été ma vie et ma joie, mon affection au mien, mon souvenir au nôtre. À vous, ma reconnaissance. Oui. C'était vraiment un type bien. Les typographes de Gringoire refusent de faire paraître le prochain numéro. Vous vous rendez compte, ils ont même cassé les machines à l'imprimerie. Mieux vaut tard que jamais. Combien de temps faut-il pour être à Lille? Environ 4 heures, Monsieur le Président. La voiture nous attend, d'ailleurs. Vous savez ce que je pense, Marx? Le suicide de Salengro est la première grande défaite du Front populaire. Peut-être même le début de sa fin. Près d'1 million de personnes venues de toutes les régions de France assistaient à Lille aux obsèques de Roger Salengro. 3 mois après sa mort, son projet de loi sur la presse était voté, complètement vidé de sa substance par le Sénat. Et Léon Blum confia à l'agence Havas la publicité de l'exposition universelle. Après la guerre, Charles Maurras et Henri Béraud furent arrêtés
et condamnés à mort pour fait de collaboration. Ni l'un ni l'autre ne furent exécutés.